Alors, on va refaire un peu de science maintenant et vous parler de ce qui est rarement enseigné. Alors, on va le faire rapidement, on ne peut pas faire autrement. Et je vais vous parler des lésions d'ischémie-reperfusion, qui est le véritable cauchemar du transplanteur. Alors, juste un peu de philosophie, pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à ça? Voilà une évolution des listes d'attente. Alors, pardonnez-moi, je vais prendre souvent l'exemple du rein, mais c'est extrapolable. Vous avez la ligne bleue, le nombre total de candidats pour un greffon. Vous voyez que pour un greffon rénal, vous avez 4,6 candidats. Vous avez en rouge la ligne des nouveaux inscrits chaque année, et vous avez en vert la ligne des transplantations que nous faisons chaque année. Et il ne vous aura pas échappé que la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte. C'est-à-dire que chaque année, on inscrit plus de patients qu'on en greffe, si bien que le décalage entre l'offre et la demande ne fait que s'aggraver. Donc il faut absolument chercher d'autres sources de greffons. Ces autres sources de greffons, ça va être augmenter l'âge et les critères d'acceptation des donneurs en mort encéphalique. Si on fait ça, on va prélever des 82, 85, 90 ans, qui ont toutes les comorbidités que vous pouvez imaginer. Ils sont bien sûr tous hypertendus, ils sont tous diabétiques de type 2, ils sont tous décédés d'AVC. Et donc, dans les organes, quels qu'ils soient, vous avez des lésions fibreuses qui sont fixées, absolument irréversibles. Et donc, l'idée, c'est de ne pas surajouter trop de lésions d'ischémie-reperfusion. On peut bien sûr augmenter le donneur vivant, mais attention, il y a des points de non-retour à ne pas déplacer, à ne pas dépasser. Il faut respecter les contre-indications du donneur si on ne veut pas fabriquer une deuxième population de malades. Et on commence à avoir des publications en transplantation rénale qui vous montrent que dans les endroits où on a peut-être été un peu trop loin, on s'aperçoit que la probabilité de développer une absence rénale chez le donneur est supérieure à la population générale, qui sont donc des questions un peu intrigantes qui doivent nous inciter à la prudence. Et on peut bien sûr aller chercher de nouveaux greffons. On rêverait de la xénogreffe. Vous savez qu'il y a un moratoire sur la xénogreffe et qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc il nous reste les donneurs décédés par arrêt circulatoire. Donc là, on peut être beaucoup plus sélectif sur les critères du donneur. Mais par contre, on va avoir à dealer avec de l'ischémie chaude, puisqu'entre le moment où il y aura eu l'arrêt cardiaque et le moment où on pourra explanter les organes, eh bien, il y aura eu de l'ischémie chaude. Et ça, c'est un modèle expérimental de lésion d'ischémie-reperfusion. Alors en France, quels sont les pourcentages de ces différents types? Vous voyez tout en bas en jaune, c'est les donneurs décédés par arrêt circulatoire, pour vous dire que c'est encore très expérimental. Mais vous allez voir que dans 5 ou 10 ans, ça va être quasiment la moitié de nos greffons qui vont être comme ça. Vous avez en bleu les donneurs décédés par mort encéphalique et en bleu foncé le donneur vivant, qui est maintenant aux alentours de 12-13%. Je pense qu'un objectif en France de 20% serait raisonnable. Alors l'évolution du nombre de donneurs en mort encéphalique a légèrement augmenté. C'est pas tellement chez les jeunes qu'on a récupéré de nouveaux donneurs, mais c'est bien sûr chez les gens âgés. Et schématiquement, l'âge moyen des donneurs a pris 10 ans en 10 ans. Alors, je vous disais, l'alternative, c'est les donneurs décédés par arrêt circulatoire. Ça va commencer par une phase d'ischémie chaude, puis ça va être suivi par une phase d'ischémie froide, avec une première claque qui est l'ischémie, avec l'hypothermie, et le retour qui arrive derrière, qui est la reperfusion et la revascularisation. On pourrait penser que quand on vascularise, tout est réglé. Eh bien non, en fait, pas du tout. Donc, une période d'ischémie chaude pour le DDAC, suivie de l'aller et retour de l'ischémie-reperfusion pour tous les organes. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, on s'en fout. Ça correspond au tout début, puis après, tout va bien. Regardez ces courbes. Transplantation rénale, ça date de 2009, je crois, cette étude. Vous avez la survie des greffons rénaux. Celle qui est tout en haut, c'est pas de reprise retardée de fonction et pas de rejet aigu. Vous avez celle-là. Vous avez en bas survenue d'un rejet aigu, survenue d'une reprise retardée de fonction. Et vous avez tout en bas le cumul des deux événements. Quand vous regardez ces courbes, vous vous dites même pas mal, parce qu'en fait, c'est vraiment au tout début, et après, les courbes sont parallèles. On va jouer au même jeu, mais en ne prenant que les greffons qui ont été fonctionnels à 1 an, avec la même répartition. Vous voyez que les courbes ne sont pas parallèles. Ça, c'est pour vous illustrer que ces lésions d'ischémie-reperfusion, elles vont en fait avoir des conséquences à long terme. Et la survenue de ces lésions d'ischémie-reperfusion, c'est dans vos mains au moment du prélèvement. Alors, ça va être des lésions d'hypoxie, ça va être des lésions d'hypothermie. Ces lésions d'hypoxie, elles vont entraîner une réaction inflammatoire, et vous pouvez noter qu'il y a de l'inflammation, mais vraiment c'est un mot-clé dans l'ischémie-reperfusion. Des lésions d'hypoxie qui vont entraîner des ennuis qui sont liés à la réoxygénation lorsqu'on va reperfuser. Des lésions d'hypothermie qui vont entraîner des lésions lors du réchauffement. Tout ça conduit à une réaction inflammatoire, et cette réaction inflammatoire en cicatrisant va donner des lésions qui sont chroniques. Alors, je ne vais pas vous faire un détail d'un cours de biochimie. D'abord, vous allez me détester, et puis on n'a pas le temps. Mais juste vous donner quelques
quelques chiffres pour essayer de vous fixer un peu les esprits. Il y a un petit haricot qui est dans le cytosol qu'on appelle la mitochondrie et qui va jouer un rôle absolument central. Et regardez, chaque jour, donc il y a la chaîne respiratoire qui est là-dedans, c'est là que se fait l'usine à ATP, la production d'ATP. Et vous voyez que chaque jour, un adulte va utiliser et recycler une quantité d'ATP qui est équivalente à 75% de son poids corporel. On a toujours l'impression on jette un regard figé sur ces trucs-là. En fait, c'est des turnovers absolument permanents. Et il faut imaginer tout ce système-là en mouvement. Et dans les conditions de repos, un tiers de cet ATP est utilisé pour le fonctionnement des pompes membranaires comme les ATPases. C'est-à-dire que si on a une différence de concentration entre intra et extracellulaire en sodium et potassium, c'est parce qu'on consomme un tiers de notre ATP pour faire fonctionner ces pompes. Alors, ces mitochondries, ces petits haricots là dans le cytosol, sont le siège de la phosphorylation oxydative, donc voilà la mitochondrie, et ça se passe au niveau de l'espace intermembranaire, entre une membrane interne et une membrane externe. Et voilà ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, qui par un système de tétraréduction, vous allez donc faire des transferts d'électrons. Vous commencez avec de l'oxygène, vous terminez avec de la flotte et de l'ATP. Alors, quand vous allez être en ischémie, dès que vous allez clamper, vous allez arrêter cette phosphorylation oxydative. Donc cette phosphorylation oxydative, c'est du glucose qui, par le biais de la glycolyse, on va revenir en arrière, je me suis trompé de bouton, va donner du pyruvate et avec l'oxygène, l'acétylcoenzyme et venir alimenter le cycle de Krebs. Donc ça, vous l'arrêtez, et en fait, le pyruvate va être transformé en acide lactique, et donc forcément vous donner une acidose. Au point de vue énergétique, le bilan n'est pas terrible. Dans les conditions de phosphorylation oxydative, vous avez une mole de glucose, et donc en métabolisme aérobie, vous arrivez à 38 moles d'ATP. Quand vous êtes en anaérobie, vous n'avez que 2 moles d'ATP et 2 moles d'acide lactique. Donc vous voyez qu'en termes énergie, vous êtes un petit peu perdant dès que vous êtes en anaérobie. Alors ensuite, il existe, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la chaîne respiratoire, une production physiologique de radicaux libres. Donc au cours de cette tétraréduction, vous avez 95% de flotte, mais vous avez quelques radicaux, superoxydes, peroxyde d'oxygène et autres, qui vont être produits de manière physiologique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radical libre? Eh bien, c'est un tout groupe d'atomes ou molécules, qui va être sur sa couche externe avec un électron qui n'est pas apparié, et donc qui occupe une couche orbitale externe. Et cet électron pas apparié, il n'aime pas du tout ça, il veut absolument être en couple ou ne pas exister, si bien qu'il va être doté d'une réactivité, il va partout autour de lui chercher à combler ce déficit. Donc soit en s'accrochant quelque part, soit en arrachant un électron quelque part. Donc c'est un radical libre de nuire. Et donc cet électron célibataire qui se balade, c'est un peu la patate chaude que tout le monde va essayer de se repasser. Et ça va faire des lésions, et notamment au niveau des membranes. Alors, une fois qu'on a retenu un peu ces principes généraux, dès qu'une cellule va être en ischémie ou un organe va être en ischémie, vous allez avoir comme conséquence une privation d'oxygène, privation de nutriments, accumulation de déchets et inhibition du métabolisme oxydatif. Ça va entraîner une glycolyse anaérobie, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc une déplétion de l'ATP, je vous rappelle, 2 moles au lieu de 38. Et donc, dès qu'on n'a plus d'ATP, les pompes à sodium-potassium vont beaucoup moins bien marcher. Si ces pompes à sodium-potassium marchent beaucoup moins bien, vous allez modifier l'équilibre électrolytique, vous allez avoir notamment beaucoup de sodium dans la cellule. S'il y a beaucoup de sodium, la flotte suit derrière, et vous avez un œdème intracellulaire. Ça, vous allez avoir le calcium qui va suivre, et vous allez activer les protéases et les phospholipases par l'ouverture des canaux calciques. Ces lésions-là intracellulaires vont vous produire des radicaux libres. Cette déplétion d'ATP va entraîner une accumulation d'hypoxanthine qui, à son tour, va produire des radicaux libres. Et ces radicaux libres, c'est la patate chaude dont je vous parlais tout à l'heure, qui va aller altérer les membranes, le cytosquelette et plein de protéines intracytosoliques, donc créer des lésions intracellulaires qui sont absolument colossales. La glycolyse anaérobie, outre les 2 moles d'ATP, produit aussi de l'acide lactique, donc on a une acidose lactique. Cette acidose lactique, donc, bien sûr, fait baisser le pH et provoque des lésions par elle-même. Et cette glycose anaérobie va aussi être à l'origine d'une instabilité lysosomale, libération d'enzymes lytiques qui vont participer au jeu, et on rentre dans un cercle vicieux infernal. Donc voilà ce qui se passe quand vous mettez un clan, que vous clampez donc un organe. Alors, on est dans cette situation-là, le feu couvre dans la forêt, on n'est pas en très très bon état, et on va se dire, mais on va revasculariser, ça va être bien, on va ramener de l'oxygène.
Ben, c'est un peu quand vous ramenez de l'oxygène, ce qui se passe si vous ouvrez la fenêtre, quand vous avez quelque chose qui commence à couver dans une pièce fermée. Vous allez activer et aggraver les choses. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la reperfusion. Donc ça, c'est le retour de l'aller-retour. C'est la deuxième claque de la reperfusion. Alors, oula, c'est flou là ou c'est moi qui... C'est le lien qui a été cassé en fait. C'est quoi c'est? Le lien qui a été cassé. Le lien a été cassé. Bon. Alors, On peut pas faire mieux. on va pas faire mieux, ben c'est pas grave. Vous allez me croire. Vous allez me croire. Ici en haut, il y a marqué reperfusion. Alors, chez moi aussi, c'est complètement illisible, je vous rassure. Ça, c'est réoxygénation. Et donc, ça veut dire qu'on va amener de l'oxygène sur une chaîne respiratoire qui est découplée. La chaîne respiratoire ne fonctionne pas normalement. Vous mettez de l'oxygène, forcément, vous allez augmenter la production de radicales libres. Donc, c'est un effet paradoxal délétère. On a ici des dismutases qui sont responsables d'un effet antiradicalaire, physiologique, mais elles sont complètement dépassées. Donc là, vous avez du négatif. Bien sûr, il y a quand même une partie de reproduction d'ATP, ça c'est le point positif, mais dans un premier temps, vous allez aggraver les choses. Deuxième phénomène qui va se passer, c'est que vous ne reperfusez pas avec de la flotte, mais vous reperfusez avec le sang du receveur, qui a plein de cellules mononucléées, et la barrière endothéliale n'étant pas en très bonne forme, il va y avoir une infiltration du greffon par les cellules du receveur. Les cellules du receveur, elles ne vont pas rester inactives. Elles vont en fait entraîner une libération d'un certain nombre de facteurs qui vont entraîner une vasoconstriction, des cytokines qui vont aggraver. Il y a un phénomène, là encore, de cercle vicieux qui vont attirer encore plus de cellules du receveur à l'intérieur du greffon. Et ces cellules-là vont produire des radicaux libres, elles aussi, et de manière encore beaucoup plus considérable que ce qui s'est passé pendant la préservation d'organes. Donc toute idée de rajouter des chélateurs de radicaux libres dans une solution de préservation, c'est pas idiot, mais ça ne répond absolument pas à cette problématique que la grande majorité des radicaux libres sont produits pendant la phase de reperfusion. Et pour ceux qui ont déjà vu des transplantations, vous avez peut-être déjà vu des phénomènes de no-reflow. C'est-à-dire que vous reperfusez votre organe, il est pas mal, puis quelques secondes plus tard, il est déjà beaucoup moins bien, il est un peu patchy, avec des zones qui sont beaucoup moins bien. Et bien c'est l'illustration exacte de ce qui se passe dans ce paradoxe de la reperfusion, où finalement, dans un premier temps, vous allez commencer par aggraver les choses, le temps que tout se stabilise. Alors, vous avez ensuite une lecture immunologique, qui n'est pas plus lisible, mais peu importe. L'ischémie-reperfusion va être responsable de la surexpression sur les cellules inflammatoires de molécules MHC de classe 1 et de classe 2. En d'autres termes, votre greffon va être beaucoup plus visible par le système immunitaire du receveur. Et si on essaye d'approfondir un petit peu ça, c'est lisible hein, pour vous? Vous avez l'ischémie qui va produire des lésions tissulaires. Ces lésions tissulaires, on les appelle les DAMS pour danger. C'est des molécules qui sont associées au signal de danger. Croyez-moi sur parole, ces molécules, elles vont stimuler des récepteurs qu'on appelle les toll-like récepteurs, qui vont en fait allumer l'immunité innée. Cette immunité innée, c'est de l'inflammation non spécifique. Ce sont des phénomènes antigènes indépendants qui ne sont pas du tout propres à la transplantation et qui vont survenir dès que vous avez une agression, et notamment une agression ischémique. Donc ça va arriver par une cascade à faire mûrir les cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques, c'est des cellules qui se baladent partout dans l'organisme et qui sont capables de détecter des étrangers qui rentrent, entre guillemets, dans l'organisme, qui vont aller les processer et les présenter au système immunitaire. Elles vont apporter ce qu'on appelle la co-stimulation. Et ça, c'est absolument fondamental. Même si vous êtes chirurgien, même si vous n'aimez pas l'immuno, vous devez comprendre ça. Pour qu'un organe soit rejeté, il faut que les lymphocytes T, qui sont spécifiques des alloantigènes que vous amenez, les reconnaissent. Et l'activation d'un lymphocyte, c'est un peu comme une prise de courant. Il y a deux phases. Si vous cassez une prise, une des deux prises d'une fiche, c'est que vous branchez votre lampe, est-ce qu'elle s'allume? Elle ne s'allume pas. D'accord? La première fiche, celle que vous ne cassez pas, qui est toujours là, c'est l'allo-antigène qui est présenté au lymphocyte T. Mais ça ne suffit pas pour le mettre en route. Ce qu'il faut, c'est la deuxième prise, c'est la co-stimulation. Et celle-là, elle vient d'immunité innée. C'est elle qui va mettre en route l'allo-reconnaissance. Et ce que vous devez retenir, c'est que cette co-stimulation, elle passe par vos mains. Elle vient de l'ischémie-reperfusion, elle vient d'immunité innée, elle vient de cette cascade qui est immunologique, certes, mais qui n'est pas antigène dépendante. D'accord? C'est la co-stimulation qui est responsable de tout ça. Donc en fait, un organe bien préservé, avec des lésions d'ischémie-reperfusion contrôlées, sera moins vu par le système immunitaire et rejettera moins in fine. Donc ça, il faut comprendre que
La première lecture biochimique que je vous ai donnée n'est pas la seule. Il y a également une lecture immunologique. Et ces phénomènes-là ne sont pas du tout indépendants, mais totalement liés. D'accord? Ça peut vous paraître un peu abstrait, alors je vais vous la faire en version chirurgicale. L'alloreconnaissance est un petit jeu qui est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de précurseurs, on a beaucoup de lymphocytes T, précurseurs des allo-antigènes, et donc on est capable de reconnaître beaucoup plus facilement un allo-antigène que beaucoup d'autres antigènes. Donc c'est un petit jeu dangereux. Mais si vous y jouez dans un phénomène d'inflammation, comme est l'ischémie-perfusion, là vous vous faites encorner, ça devient vraiment dur. Donc ça, vous devez absolument retenir ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas rester les bras ballants. Je ne vous traiterai pas tout parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter, mais on peut réfléchir à un pré-traitement du donneur. Ça pose des problèmes éthiques, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avant? Il faut que ça convienne à tous les organes, même ambiance, que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas que ça retarde le processus du prélèvement. Deuxièmement, il faut réduire l'ischémie froide autant que possible. Je suis désolé de vous dire, les gars, qu'il faut continuer à se lever la nuit. Ça, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Mais pour le moment, il faut continuer à se lever la nuit. Donc ça veut dire que ça nécessite des moyens humains et des moyens techniques, et que nos tutelles doivent comprendre ça. Troisièmement, il faut améliorer les solutions de préservation. Et quatrièmement, on va en parler rapidement, il faut maintenant utiliser la préservation dynamique qui a des intérêts par rapport à la préservation statique. Alors, pré-traitement du donneur, je vais vous donner deux exemples rapides qui sont les deux plus marquants de ces dernières années. Il y a eu un pré-traitement du donneur par la dopamine, c'est une étude randomisée qui a été publiée en 2009 dans le JAMA, et donc qui a enrôlé 264 donneurs, 487 receveurs, et donc dans le bras expérimental, on a administré 4 mg kg par minute de dopamine, et on s'est aperçu donc que chez les receveurs, la DGF, la reprise retardée de fonction, donc je vous rappelle en rein pour ceux qui ne savent pas, c'est défini par le besoin d'au moins une séance d'hémodialyse en post-opératoire au cours de la première semaine. Donc cette reprise retardée de fonction était 35% dans le bras expérimental contre 25% dans le bras contrôle. Et celle qui est parue très récemment, vous avez peut-être lu, puisqu'elle est parue dans une petite gazette locale en juillet 2015, c'est juste le fait de mettre en hypothermie le donneur. Donc c'est assez simple à faire. 150 donneurs en hypothermie à 34-35, vous voyez que c'est vraiment une hypothermie très relative, versus 152 donneurs en normothermie. Et vous voyez que vous avez une DGF dans le groupe expérimental qui est de 27%, dans le groupe contrôle elle est de 33%. Alors je vous passe les détails, vous verrez ce papier. Toujours est-il que c'est assez simple à mettre en œuvre et que c'est quelque chose qui pourrait être assez facilement utilisé en utilisation routinière. Alors, la dernière chose qu'on peut faire, c'est améliorer nos conditions de préservation des organes. Et je vous rappelle là les conditions de préservation. Et la première, encore aujourd'hui, ça va peut-être changer, c'est la conservation en hypothermie. Donc vous allez appliquer la loi de Van't Hoff que vous connaissez, je suis sûr. Vous avez appris la loi de Van't Hoff quand vous avez fait de la bioche en seconde année. Oui? Non? Ben si. Vous utilisez la loi de Van't Hoff tous les jours chez vous quand vous mettez le beurre dans le frigidaire. Et la loi de Van't Hoff, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous allez réduire l'activité enzymatique de 50% à chaque fois que vous baissez la température de 10 degrés. Donc vous freinez tous les processus qui vont entraîner cette dégradation cellulaire. Alors soyons bien conscients qu'à 4 degrés, on a encore 10 à 12% du métabolisme. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller se coucher. Ça continue à se dégrader. On a mis un parachute, on freine la descente, mais on n'a pas tout réglé pour autant. Deuxièmement, on va essayer de limiter l'œdème intracellulaire. Vous avez vu que le sodium rentre dans la flotte, dans la cellule, la flotte suit derrière, et donc on va utiliser deux grands types de molécules, des imperméants qui, entre guillemets, vont imperméabiliser la membrane, qui par des phénomènes souvent électrochimiques vont empêcher le sodium de rentrer, et puis des colloïdes qui vont augmenter la pression oncotique dans le compartiment vasculaire pour essayer de garder la flotte dans le système vasculaire. On va essayer de limiter la perte énergétique, donc les stocks en ATP, et ça va être la composition extracellulaire des solutions, je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer de prévenir l'acidose intracellulaire, mais pas trop. Si l'acidose est sévère, elle va entraîner une activation des phospholipases et des protéases, et donc elle va être délétère, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Si par contre l'acidose est modérée, aux alentours de 6,9 à 7 de pH, alors là, elle va avoir un effet d'inhibition de la fructokinase, et elle va s'opposer à la glycolyse anaérobie, ce qui est plutôt une bonne chose. On va essayer de prévenir les lésions oxydatives, notamment provoquées donc par les radicaux libres. Alors le problème des chélateurs, je vous l'ai dit, c'est intéressant pour la partie préservation. Ça ne règle pas le problème des radicaux libres qui sont produits par l'infiltration cellulaire du greffon après le déclampage.
Enfin, on va développer la préservation dynamique. Et puis l'immunomasquage, je n'aurai pas du tout le temps de vous en parler aujourd'hui, on n'en parlera pas. Donc pourquoi une solution intra- ou extracellulaire? Voilà une petite cellule qui se balade, toute gentille, avec sa concentration intracellulaire, peu de sodium, beaucoup de potasse. Et voilà les pompes sodium-potassium qui tournent gentiment et qui consomment de l'ATP, mais comme on en produit, tout ce petit monde-là est à l'équilibre et ça se passe pas si mal. Vous allez mettre ça, ce modèle-là en ischémie, vous allez entraîner des lésions des membranes. Ces lésions des membranes, vous allez entraîner aussi également une hypoxie, vous êtes en ischémie, une diminution de l'ATP, et donc vous allez, à travers ces membranes lésées, avoir des phénomènes osmotiques passifs, et le sodium va avoir tendance à rentrer dans la cellule, et le potassium va avoir tendance à sortir de la cellule. Donc on s'est dit, pour compenser ces phénomènes-là, on s'est dit dans les années 80 que finalement ce serait pas mal d'avoir une solution de type intracellulaire, et donc de mettre une concentration faible en sodium et très riche en potassium. Le meilleur exemple, c'est le Viaspan, le W que vous avez, qui est très riche en potassium. L'idée étant d'équilibrer l'intra et l'extra et de limiter les phénomènes passifs. Mais c'était compté sans ces petites pompes qui sont programmées comme une écluse pour maintenir un niveau différent entre l'intra et l'extracellulaire. Et donc quand vous allez contre la physiologie, vous allez emballer vos pompes sodium-potassium. Je vous rappelle que ces petites pompes-là, elles consomment un tiers de votre ATP quotidien. Et donc vous allez encore dégrader votre niveau d'ATP. Donc on a un effet paradoxal en utilisant des solutions de type intracellulaire. Il faut abandonner maintenant ces lésions de type intracellulaire pour se tourner vers des solutions de type extracellulaire. Regardez ici, sur un modèle expérimental qu'on avait développé au labo, la consommation d'ATP, entre une solution qui est de type extracellulaire et des solutions de type intracellulaire. Ça, c'était l'Eurocolins qui a disparu maintenant, ou le W qui est le Viaspan, donc qui sont très riches en potassium et qui donc surconsommaient l'ATP. Or, notre objectif, c'est vraiment de rétablir les concentrations en ATP. Autre inconvénient de très forte concentration de potassium, c'est que vous entraînez une contraction des fibres musculaires lisses. Vous allez tétaniser vos vaisseaux, vous allez tétaniser les cellules musculaires lisses des vaisseaux, et donc vous allez entraîner une vasoconstriction. Or, vous allez voir avec les machines de préservation qu'on essaie de faire, c'est tout le contraire, c'est qu'on essaie de dilater et de réouvrir le système artériel. Donc avec des solutions de type intracellulaire, vous faites tout le contraire de ce qu'on essaie de faire maintenant. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps, en étant en survol d'avion très rapide, sur ces lésions d'ischémie et reperfusion. Et vous voyez que l'utilisation des solutions de préservation, ça va être un des moyens de lutter contre ces lésions d'ischémie et reperfusion. Et ça me permet peut-être d'introduire tout de suite le topo suivant avec Emmanuel, et peut-être qu'on groupera les questions que vous pouvez avoir après ces deux topos. Il y a peut-être le temps pour une ou deux questions, le temps qu'on installe le topo d'après. Ouais. Merci. Je voudrais poser une question concernant une théorie qui dit qu'il y a un phénomène d'apoptose, donc un phénomène immunitaire déclenché par l'ischémie. Et que certains spécialistes, enfin d'autres disciplines, en neurologie, en cardiologie, utilisent une immunosuppression pour ralentir ces phénomènes d'apoptose dus à l'ischémie reperfusion. Donc ma question est la suivante: est-ce que on a déjà utilisé des immunosuppresseurs c'est-à-dire dans le domaine de prélèvement? Non, on a d'autres pistes que celle-là pour essayer de limiter ces phénomènes-là. Alors après, ça dépend de la sévérité des lésions, qui peut aboutir à des lésions d'apoptose ou de nécrose en fonction de la sévérité. Mais on a beaucoup d'autres pistes que celles des immunosuppresseurs. De toute façon, ces organes vont être soumis à des immunosuppresseurs. Alors, il y a une chose bien certaine, c'est que les stéroïdes, qui sont des phénomènes, des immunosuppresseurs très généralistes, vont avoir un effet important sur ces lésions-là, et notamment sur toute la partie inflammatoire, de manière non spécifique. Et dans toutes les transplantations d'organes, même si on ne donne pas de stéroïdes pour certains protocoles après, ils ont tous des stéroïdes en péropératoire, tous.